Bonjour, bienvenue à cette session où je vais parler avec un titre un peu à la J.K. Rowling. Donc, ça va pas être, je vais pas parler des animaux fantastiques et où les trouver, mais je vais parler des plateformes, les pièges et comment les éviter. Alors, je m'appelle Jean-François Landreau. Je m'appelle Jean-François Landreau. Je travaille actuellement à AWS. Donc, c'est un acteur important des plateformes. Malgré tout, la présentation est principalement basée sur mon expérience avant que je travaille à AWS. Donc, ça va teinter un petit peu le discours, mais ça va être sur mon expérience avant. Et le premier problème des plateformes, c'est le premier piège, c'est un buzzword. On en a entendu parler depuis longtemps. La plupart des gens savent ce que c'est, mais ça reste quelque chose de mal défini. On n'est pas tout à fait dans la catégorie intelligence artificielle générative, qu'on entend extrêmement aujourd'hui, comme hier, à la grosse conf. Et là, il y a encore besoin d'expliquer beaucoup de choses. On n'est pas non plus dans la partie Agile ou DevOps. Quand j'ai commencé ma carrière, Agile, Manifesto n'était pas encore là, c'est arrivé quelques années après. Et il fallait comprendre ce que ça voulait dire qu'être agile. Maintenant, les gens de l'Agile Manifesto, ils ne reconnaissent même pas ce que ça veut dire d'être agile. Donc, il y a un peu d'explication à donner. Donc, le gros risque quand on parle de plateforme, c'est que tout le monde ne comprenne pas ce que ça veut dire. Alors, comment on peut éviter de tomber dans ce piège-là? Alors, la première recette, c'est d'utiliser une métaphore. Et la métaphore dont j'ai entendu parler en 2007, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet plateforme, dans le cadre de l'informatique, donc plateforme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fonctionne dans le cadre de l'informatique? Oui. Et à l'époque, je travaillais dans une société qui était leader dans le domaine des logiciels pour la finance de marché, qui distribuait des données pour la finance de marché. Néanmoins, nous avions de la compétition et on voulait rester leader dans ce domaine-là. Et notre chef, un senior manager de la société, nous dit « on va construire une plateforme ». Il a même rajouté « on va construire une common plateforme ». Et pour nous faire comprendre, il nous a dit « c'est comme dans l'automobile ». Dans l'automobile, depuis des années, ils ont des châssis communs et ils produisent des voitures différentes basées sur ce châssis. Et ça les permet d'accélérer. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a encore des choses à préciser. Ça donne une idée, il y a cette partie commune, il y a la partie en haut. Est-ce que les roues, alors dans la métaphore, est-ce que les roues, ça veut dire quelque chose dans ma plateforme, dans mon produit à la fin? Est-ce que le rétroviseur, ça a un sens? En réalité, non, c'est plutôt le concept. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la partie en bas qui est commune, qu'on va utiliser à l'échelle, et il y a la partie en haut qui va être développée plus rapidement. Donc si on va dans la théorie, le rôle de la plateforme, avec son interface, c'est d'utiliser cette partie, on travaille à l'échelle, on fait des économies d'échelle pour pouvoir accélérer en haut et développer des produits plus rapidement. La phrase qu'il a utilisée aussi pour nous essayer de faire comprendre ça, c'est « on veut changer les règles physiques du développement d'applications ». Le développement d'applications à l'époque dans notre boîte, ça mettait une année pour planifier, pour sortir le nouveau produit. Là, on voulait aller beaucoup plus vite. Et finalement, la plateforme allait nous permettre de faire ça. Ça reste encore un petit peu théorique et on va vouloir comprendre un peu mieux comment ça se passe. Une technique habituelle pour les architectes, c'est de catégoriser. Qu'est-ce qu'on a comme plateforme? L'une des plateformes les plus connues, c'est la plateforme de marché. Ma société, Amazon, je ne dirais pas qu'ils ont inventé cette plateforme, mais disons qu'ils ont acquis un certain succès grâce à cette place de marché qu'est Amazon. Il y a plein d'autres acteurs, Airbnb, Uber, il y a plein d'autres acteurs de l'Internet qui ont acquis leur succès grâce à cette place de marché. Une autre plateforme, c'est la plateforme business. Alors là, on a d'autres grands acteurs comme SAP, comme Oracle, comme Salesforce, qui non seulement fournissent une plateforme qui est prête à l'usage, mais il y a tout un système, un écosystème qui s'organise autour. Je viens de AWS, bien sûr, on développe une plateforme, la plateforme cloud.
beaucoup de gens l'utilisent. Quelque part, c'est une plateforme à tout faire. On peut construire des places de marché sur ce type de plateforme. On peut construire des plateformes business sur ce type de plateforme aussi. On peut tout faire. Et on peut aussi construire sa plateforme de développement interne. Et pour la plupart d'entre vous, quand on parle de plateforme, on parle de plateforme de développement interne. Alors, si je reviens sur l'anecdote de début, en 2007, plateforme, quelque part, on a construit une plateforme qui était au travers de ces ensembles de plateformes. Ça veut dire qu'on n'a pas à être fixé dans une catégorie, c'est bien de la reconnaître, mais ça peut arriver de développer une plateforme qui traverse ces catégories. Alors, ça reste loin. Moi, en 2016, j'étais très proche de la technique. Ça commençait à être plus clair, mais ça restait compliqué. Ça restait loin de ce que j'allais devoir faire. Et alors là, on a nos amis de la Cloud Native Compute Foundation qui a sorti cette référence d'architecture de plateforme interne pour les développeurs. Alors, on voit des boîtes qu'on peut reconnaître, on va devoir gérer des secrets, on va avoir un environnement, on va déployer son application, on va avoir des outils pour pouvoir la déployer et aussi pour pouvoir la monitorer. Donc, on voit déjà un peu plus comment ça fonctionne et on comprend quels composants on va pouvoir utiliser pour développer cette plateforme. Donc là, vous pouvez aller regarder sur le site de CNCF ou CNOI, prononcé Canoë, et où il y a une architecture de référence pour votre plateforme de développement pour vos développeurs internes. Alors, une autre manière de présenter la plateforme, et ce que j'ai vécu plus récemment dans des grosses entreprises, finalement, qu'est-ce qu'est la plateforme? On veut pouvoir développer rapidement. L'idée, economies of speed, les économies de vitesse sur les économies d'échelle. Malgré tout, alors j'ai travaillé pendant longtemps dans une entreprise qui était très régulée, et non seulement elle était très régulée, mais en plus elle rajoutait des règles assez compliquées. Ce qui fait qu'on démarrait un projet, belle preuve de concept, avant de passer en production et de respecter toutes les règles, c'était assez difficile. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec la plateforme? On veut rendre le développement du logiciel et le passage en production plus facile. On change la courbe, on fait en sorte que développer une application qui soit conforme aux règles de la société et aux règles du régulateur soit facile. En d'autres termes, on peut se matcher, avoir un résultat positif à tous les coups sans faire d'efforts dramatiques. Alors, je vais finir cette section avec deux vétérans de l'IT. Donc, Dave Farley, qui a écrit le livre Déploiement continu, et Gregor Hoppe, donc l'auteur du livre Plateforme Stratégie. Il a aussi écrit Enterprise Integration Patterns, donc des vétérans de l'IT. Et il parlait du sujet plateforme. Et Dave Farley est venu à la conclusion, finalement, une plateforme, quand on est une grosse société et qu'on veut atteindre une certaine vitesse, c'est une architecture logique. Ça coule de sens. Donc là, on peut voir sur cette première section qu'en fait, pour comprendre la plateforme, pour atteindre le succès, il faut que tout le monde partage une vision commune. Une bonne technique, c'est d'avoir une métaphore. Bon, la métaphore automobile. Après, ça marche pas, ça dépend. J'avais pas de voiture à l'époque, en 2007. Bon, il faut quand même aller plus dans les détails. Donc, il faut bien définir la plateforme et il faut bien voir les différentes perspectives des différents acteurs, comme j'ai essayé de le faire ici. Maintenant, donc, on est prêt, tout le monde comprend, on va développer une plateforme, on sait plus ou moins ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui se passe en termes d'investissement ? Combien ça coûte une plateforme? Comment ça se développe? Comment ça s'aligne avec l'adoption? La courbe idéale, ça serait celle-là. On fait un petit peu d'investissement, il y a de l'adoption, on peut réinvestir, il y a de l'adoption. C'est génial, c'est pratique pour les financer, mais la réalité, c'est jamais comme ça.
Alors, est-ce que la réalité, c'est plutôt quelque chose comme ça? On investit peu et à un moment donné, quand l'adoption commence à exploser, on va avoir des coûts d'infrastructure, il va falloir qu'on investisse plus. Je dirais que là, il y a un mauvais signe. Si vous êtes dans cette courbe, commencez à faire attention. Ça veut dire que votre plateforme, il va falloir la réarchitecturer parce que les coûts sont en train d'exploser. Dans la réalité, ça se passe rarement comme ça. Ça se passe plutôt comme ça. Et c'est la courbe qui fonctionne mieux, même si elle pose un problème parce qu'il y a beaucoup d'investissements au début. Une fois qu'on a fait les investissements, on va pouvoir gagner de l'argent avec la plateforme. On rajoute des utilisateurs et le coût de l'utilisateur rajouté est un coût faible pour la plateforme. Mais ça reste théorique. La réalité, c'est plutôt quelque chose comme ça. Et on essaie d'aligner, de limiter les risques. On est agile et on va avoir une courbe, j'appelle ça des sauts quantiques. On va avoir des sauts quantiques lors du développement de la plateforme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai comme exemple de saut quantique? Alors, le premier saut, on va dire, on a une petite équipe. Cette petite équipe, elle est colocalisée et il va y avoir un ingénieur qui, vous travaillez sur des solutions cloud et il va commencer à mettre en place de l'infrastructure as code. Bon, tout le monde fait ça maintenant, développe quelques templates. Un membre d'équipe dit « Oh, je veux rajouter une base de données. Oui, tu modifies ce fichier de config, je vais te déployer ça, pas de problème. » Donc là, petite plateforme, l'investissement n'est pas très important et on commence à avoir de la vitesse parce qu'on peut réutiliser le template, on modifie juste un peu de configuration. Maintenant, l'idée a plu et il y a d'autres équipes qui veulent réutiliser le template, qui veulent réutiliser les outils, mais ces équipes-là, elles ne sont plus dans la même salle. Il va falloir faire un investissement, il va falloir produire de la documentation, il va falloir peut-être mettre en place un système de ticketing. Peut-être ça devient même self-service. Il suffit d'aller quelque part dans un repository Git, modifier quelque chose et hop, on a la ressource attendue. Ça reste encore simple, mais voilà, il y a le troisième saut qui arrive. Maintenant, toute l'entreprise, et c'est une grosse entreprise avec des sites peut-être en France, dans un autre pays d'Europe, peut-être à l'international. Dans mon cas, c'est souvent arrivé, il y avait des équipes partout dans le monde, et ils veulent utiliser la plateforme. Et là, souvent, les équipes n'ont pas les mêmes besoins. Il y a des équipes qui ont beaucoup d'argent, une grosse business unit, beaucoup d'argent, prêt à investir, beaucoup de bénéfices. Ils vont vouloir une plateforme qui est de haut niveau. Et il y a des équipes, des pays moins riches, moins de bénéfices. Ils vont vouloir une plateforme qui est vraiment ajustée aux coûts et à leurs besoins. Donc il va falloir commencer à définir différents tiers de plateformes. Donc une plateforme où on a des services de haut niveau et une plateforme où on a des services moins coûteux qui s'adaptent à la société. Donc là, c'est à nouveau une complexité à gérer et un investissement. Et bien sûr, le jeu final, c'est une plateforme qui est disponible pour tout le monde, qui est disponible pour des sociétés à l'extérieur. Et là, à nouveau, il y a des investissements plus importants. Donc là, c'est ce qu'on fait chez AWS. On passe au niveau supérieur, il y a des équipes de vente, il faut organiser des conférences, il faut organiser des trainings, des certifications pour que tout le monde puisse utiliser la plateforme. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, la plateforme, c'est pas linéaire. La courbe, il faut un investissement. Et si vous avez une bonne architecture, une fois que vous avez fait cet investissement, rajouter des utilisateurs, avoir plus d'adoption, ça ne coûte pas très cher. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des sauts quantiques. C'est bien de commencer petit et de progresser et de reconnaître quand il y a un nouveau saut quantique, il faut investir pour passer au niveau supérieur. Alors c'est bien de faire le point régulier où vous en êtes sur votre plateforme et tant que vous n'êtes pas au prochain niveau, mettons j'étais au niveau numéro 1, là il y avait une communication directe. Je n'ai pas encore de système self-service où mon outil
pour faire du self-service, finalement, il n'est pas encore tout à fait facile à utiliser, compensé par l'humain tant que vous n'êtes pas à ce niveau-là. Faites en sorte pour que l'adoption fonctionne, il faut que les gens sentent qu'il y a quelqu'un derrière la plateforme, à moins que vous soyez vraiment tout automatisé et vraiment avec un très haut niveau de professionnalité sur la plateforme. Donc le prochain problème, c'est comment je positionne ma plateforme. La plateforme, elle ne va pas vivre en isolation. Elle ne va pas vivre dans votre société isolée du reste du monde, isolée de l'IT. Elle vit dans un contexte maintenant où la plupart du temps, les plateformes vivent sur des plateformes de cloud, les plateformes de base. Alors, les plateformes de base, elles sont génériques. Elles font tout, on peut déployer toutes sortes d'applications, mais elles ne sont pas adaptées directement aux besoins de votre société. Donc, en général, la plupart des sociétés construisent quelque chose au-dessus de la plateforme de cloud pour sélectionner soit des services, pour les combiner ensemble d'une manière qui soit utile pour la société, et on veut vouloir développer des applications au-dessus de ça. Le problème, c'est que la plateforme de cloud, elle évolue. Alors, en 2006, quand AWS a démarré, il y avait très peu de services. Il y avait le service de virtual machine, le service de queuing, SQS, et le service de storage comment on dit en français, de stockage d'objets. C'était tout. Donc il y avait beaucoup de choses à développer au-dessus pour pouvoir fournir une plateforme pour vos développeurs. Avec le temps, la plateforme a beaucoup évolué et toutes les plateformes de cloud viennent de plus en plus proches de la partie plateforme as a service, donc elles se rapprochent de plus en plus de ce qu'a besoin les développeurs. Donc là où il faut vous méfier, c'est que vos services que vous fournissiez, ils passent sous l'eau du niveau de la plateforme, finalement, de la plateforme de cloud. Et dans ce cas-là, la valeur de votre plateforme va être réduite, puisque les développeurs, pour diverses raisons, ça peut être pour le CV, moi, si je change de société, je veux pouvoir réutiliser mon expérience, je préfère utiliser le service de cloud que le service de cette plateforme qui est équivalent, mais qui est particulier à cette entreprise. Donc, faites en sorte que votre plateforme, elle évolue, elle prenne en compte cet aspect. Les plateformes de cloud évoluent, votre plateforme doit être située un peu plus haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Une autre manière de visualiser ça, c'est de regarder les cartes de Wardley. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Simon Wardley, je conseille de le suivre sur LinkedIn. Il a des posts très intéressants à l'heure actuelle sur l'IA générative. Et il met en perspective où toutes ces choses se positionnent. Et là, il représente, il y a des choses qui sont d'un niveau produit, et finalement, les plateformes de cloud transforment ça en marchandises faciles à consommer. On avait de la base de données. La base de données, quand j'ai commencé ma carrière, c'était quelque chose de complexe à installer, à administrer et tout ça. Maintenant, avec les plateformes de cloud, on peut avoir une base de données dans 5 minutes. On peut recevoir du support pour améliorer les requêtes. C'est devenu vraiment un objet commun et facile à consommer. Il ne faut pas vous positionner à ce niveau-là quand vous construisez votre plateforme. Il faut vous positionner à l'endroit qui est vraiment spécifique à votre entreprise. Alors, ça peut être, j'utilise du Postgres, mais on a ce framework particulier, on a cette manière particulière d'organiser les tables. Je vais fournir un niveau de plateforme pour vérifier que les tables sur la base de données Postgres sont conformes aux règles de la société, par exemple. Donc, positionnez-vous là où les plateformes de cloud ne peuvent pas se positionner. Ils doivent rester génériques pour être rentables. Le deuxième risque ici, c'est de construire un wrapper autour de la plateforme pour rendre ça... Alors, il y a deux motivations. On veut rendre ça plus facile à utiliser par les développeurs internes, mais aussi, souvent, il y a une peur. On veut
s'abstraire de la couche en dessous au cas où on doit en changer. Alors, cette deuxième peur, c'est bien de l'adresser, mais c'est bien de la raisonner aussi. Il faut pouvoir bouger d'un vendeur de cloud à un autre, peut-être, mais il faut quand même aussi exploiter les avantages de ce vendeur. Si jamais on crée une couche d'abstraction qui soit juste au plus petit commun dénominateur, on va perdre de l'innovation qui est fournie par la plateforme de cloud qui est en dessous. Donc là, il faut faire attention à ça. Et aussi, quand on crée un wrapper, on désarme quelque part le développeur. Puisque là, c'est quelque chose qu'il va apprendre, est-ce qu'il y a un training interne qui permet d'utiliser cette surcouche ? Finalement, si j'utilise directement la plateforme de cloud, j'ai un training, je peux avoir une certification. Donc, il faut faire attention à ça. Au lieu d'aider le développeur, ça peut le désarmer parce qu'il n'a pas accès à toutes ces ressources. Donc, ce qu'il faut retenir, quand vous construisez votre plateforme au-dessus d'un cloud, prenez en compte les plaintes des utilisateurs. S'ils commencent à vous dire « finalement c'est compliqué, je ne vois pas trop l'avantage et je préférerais utiliser cette ressource », c'est un bon signe. C'est un signe qui vous permet de dire « je suis en train de couler par rapport à la plateforme de cloud ». Alors, la peur du lock-in, elle existe. J'étais dans une société très régulée. C'était une porte la plus importante. Il faut la maîtriser. Il y a d'autres manières de gérer ce lock-in. Et méfiez-vous de la réduction de la charge mentale. Alors, c'est la première fois où je parle de ce concept. Et ça va revenir sans arrêt désormais. Souvent, on crée un wrapper pour réduire la charge mentale. Une plateforme de cloud, c'est très compliqué. Il y a tout un tas de services, donc on veut réduire le nombre de services, et il y a tout un tas d'options sur ces services, donc on veut réduire les options qui sont utilisables, et on va réduire la charge mentale. Néanmoins, ça peut créer d'autres problèmes. On va voir quels sont ces problèmes. Alors, pendant des années, j'ai travaillé dans des grosses entreprises et j'ai construit des plateformes principalement autour de cette idée de charge mentale, autour de cette idée que on n'avait pas forcément toutes les compétences dans l'entreprise et du coup, il fallait pouvoir aider les développeurs. Et ce qu'on faisait, on concentrait les meilleures expertises autour de la plateforme et les développeurs qui étaient moins experts, ils pouvaient travailler de manière rapide grâce à cette plateforme. Et puis, j'ai rejoint AWS et là, ils développent des grosses plateformes, et là, le fonctionnement était complètement différent. On va voir qu'il y a un modèle complètement différent, et je me suis posé la question, est-ce que c'est pas contradictoire? C'est quoi le bon modèle? Alors, le modèle que j'utilisais, finalement, c'est le modèle de Team Topologies. J'imagine que beaucoup de gens connaissent ce modèle. Et il y a la partie plateforme en bas, et là, l'idée, c'était, on concentre les compétences et les équipes applicatives elles peuvent développer rapidement sans se préoccuper de toute la complexité de l'infrastructure. Et ça rentrait en conflit avec ce que je voyais chez AWS, les deux pizza teams, tout pizza team. Et là, les équipes de pizza, ce n'est pas tellement le problème de la pizza. Les deux pizzas, c'est les pizzas américaines qui permettent de nourrir 12 personnes. Pourquoi 12 personnes? On veut réduire le nombre de communications pour développer un produit. On veut réduire la complexité de la communication entre les gens de l'équipe. Donc, deux pizzas. Mais la réalité, derrière les deux pizza teams, c'est que c'est you build it, you run it. On a toutes les compétences, non seulement pour implémenter l'application, la plateforme, mais aussi pour l'opérer. Et c'est ça l'idée des deux pizza teams. Alors ça veut dire, ok, on ne concentre pas les compétences à un endroit, les compétences sont distribuées. Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est un modèle meilleur? Est-ce qu'on est plus innovant comme ça ou est-ce qu'on est plus innovant dans l'autre? En réalité, les deux modèles fonctionnent l'un avec l'autre. Je me suis rendu compte que ça ne veut pas dire qu'on a, chez AWS, on a deux pizza teams, ok,
Mais on a aussi des équipes plateformes, plus ou moins. Il y a des équipes, une équipe qui développe un service, souvent elle est dépendante de l'équipe virtual machine. Elle est dépendante de l'équipe qui fournit le storage object. Elle est dépendante de d'autres équipes. Donc finalement, elle est plus ou moins dans le modèle Team Topology. Et Team Topology, ils ont des anti-patterns DevOps. Et l'anti-pattern DevOps consiste à dire les applications qui sont développées au-dessus de la plateforme, ils n'opèrent pas. Ils développent les applications et ils laissent à l'équipe plateforme la responsabilité d'opérer l'application. Ça, c'est un anti-pattern qui ne fonctionne pas très bien. C'est le nouveau DevOps, d'une certaine manière. Alors, il faut se méfier de ça, et en fait, on peut combiner les deux. You build it, you run it. On a des plateformes, on a de l'applicatif, et ça fonctionne les deux ensemble. Donc, la chose importante, méfiez-vous des anti-patterns DevOps quand vous développez votre plateforme. Si votre équipe plateforme opère tout ce qui tourne, il y a peut-être un problème. Et à nouveau, méfiez-vous de la charge mentale. Et là, je vais en parler particulièrement. L'un des risques, c'est que la plateforme va rendre les gens qui l'utilisent finalement moins compétents ou ne va pas leur permettre de développer leurs compétences. Donc c'est important de faire attention à ça. Et il y a une manière alternative de fonctionner. Il n'y a pas forcément besoin de plateforme. Or, dans beaucoup de sociétés, comment ça fonctionne, la plateforme? On a cette forme pyramidale. On a les gens les plus expérimentés qui vont conceptualiser, OK, comment on construit cette plateforme, comment on va rendre la société rapide. Il y a les ingénieurs un peu moins expérimentés, mais déjà très expérimentés, qui vont construire la plateforme. Et finalement, il y a les ingénieurs peu expérimentés qui vont développer de l'applicatif à vitesse accélérée parce qu'ils ont la plateforme. Mais le problème qu'ils ont, ils croient, on ne leur a pas vraiment appris à pêcher, ou on leur a fait croire qu'ils peuvent pêcher depuis la surface de l'eau, ils flottent. Ça ne fonctionne pas si bien que ça, et ils ne vont pas développer leurs compétences, et finalement on va perdre dans la capacité à innover. Une forme qui est meilleure, c'est la forme en diamant. Alors, c'est difficile à obtenir. En fait, il y a un effort permanent pour obtenir cette forme en diamant. Et l'idée, là, c'est plutôt que de développer une plateforme qui maintient artificiellement les gens moins expérimentés dans leur méconnaissance, c'est d'utiliser les ingénieurs les plus expérimentés comme une plateforme humaine qui élève le plus rapidement possible en fait, les gens les moins expérimentés, qui leur permet de couvrir la charge mentale au début, le plus rapidement possible. Donc ils sont les coachs, ou alors ils sont comme des plateformes humaines, ils soulèvent les ingénieurs moins expérimentés. Et là, on a le concept de plateforme, d'équipe plateforme, mais sans plateforme. C'est des plateformes humaines. Donc, comme je disais, méfiez-vous de la charge mentale. Quand vous réduisez la charge mentale, il est possible que finalement vos développeurs expérimentés, ils n'arrivent pas à grandir. J'ai observé ça dans certains contextes. Et réfléchissez à deux fois si vous construisez une plateforme parce que vous manquez d'ingénieurs, vous manquez de compétences. Donc, il faut développer ces compétences et la plateforme peut finalement vous prémunir de développer de meilleures compétences dans votre société. Alors le dernier piège, le dernier piège, c'est la plateforme qui coûte cher. Et ça, c'est le risque. Particulièrement, on concentre les compétences, on concentre les ingénieurs les plus expérimentés. Il peut y avoir une poussée d'ego. C'est moi, avec ma plateforme, j'accélère toute la société. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on ne se retrouve plus avec une voiture, un beau châssis, un beau véhicule, mais on se retrouve avec tout un tas de features, tout un tas de fonctionnalités qui ne sont pas vraiment utiles et qui vont avoir un coût. Alors, comment on évite ça ? Une règle que j'avais donnée sur une plateforme, la deuxième plateforme que j'ai développée, qui était une plateforme de test pour développeurs, la règle que j'avais donnée à l'équipe, c'était de dire, si vous avez, c'était une plateforme interne, on travaille avec d'autres équipes de développement, si vous n'avez pas une équipe de développement qui est prête à consommer votre fonctionnalité
directement, vous passez à autre chose. On avait un backlog grand comme ça. Non, vous vous concentrez vraiment sur la fonctionnalité qui est prête à être consommée. Alors, j'ai quelqu'un de mon équipe qui a développé une fonctionnalité et j'étais surpris et je lui ai demandé, mais tu as une équipe qui est prête à consommer? Ah, j'ai oublié. Ouais, pas de problème. En fait, ce qu'il a fait, il a trouvé une équipe. Le prochain jour, il avait quelqu'un qui était prêt à directement consommer la fonctionnalité et du coup, il a pu démarrer la boucle rapide, la feedback loop et améliorer la fonctionnalité. Donc, ne délivrez aucune fonctionnalité qu'un client n'est pas prêt à consommer. C'est le message important. Et évaluez régulièrement en fait, votre situation pour assurer qu'il n'y a pas des fonctionnalités et elles étaient utiles au début et en fait, désormais, elles ne sont plus utiles. Donc, petit rappel, hein, j'ai dépassé le temps déjà, mais petit rappel. C'est plateforme, tout le monde connaît, mais ça reste un mot qui est compliqué et il faut quand même l'expliquer. Donc, passez du temps là-dessus. Il n'y a pas un simple investissement au début, c'est fini. Il y a des sauts quantiques. Hein. Positionnez la plateforme. Faites attention à ne pas couler en dessous des fonctionnalités du cloud. Est-ce qu'il y a deux manières de fonctionner, deux types d'équipes? On centralise les compétences ou on a des compétences distribuées? En fait, il faut faire un mélange un peu de ces deux systèmes. Faites attention à ne pas rendre vos utilisateurs de la plateforme moins compétents, en quelque sorte, ou incapables de développer leurs compétences. Et finalement, faites attention au coût, de ne pas exploser les coûts de la plateforme. Donc, métaphore, saut quantique, hein, n'ignorez pas les signaux de vos utilisateurs, méfiez-vous de la réduction de la charge mentale et ne délivrez aucune fonctionnalité qui ne soit pas prête à être consommée. Donc, dans cette présentation, j'ai parlé beaucoup j'ai utilisé beaucoup d'illustrations que vous allez trouver dans Plateforme Stratégie. J'ai parlé beaucoup d'une des plateformes, hein, qui est la plateforme de cloud. Voici 2 livres qui peuvent vous permettre d'en apprendre plus et un QR code pour accéder à mon compte, mon profil LinkedIn si jamais vous voulez me contacter. Et maintenant, je crois qu'on a un peu de temps pour des questions. C'est ça ?